Ici Satu. Dans un manga psychologique que j'ai lu un jour, il y avait une phrase qui disait quelque chose comme « Le pouvoir absolu corrompt absolument ». Je suppose que ce mantra pourrait aussi s'appliquer au monde parallèle. Attends ici, Sarah, je m'occuperai de son Altesse. Non, je t'accompagne. Mademoiselle Ringrande voulait protéger Sarah, mais elle était trop têtue pour se cacher et laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Elle n'avait apparemment aucune intention de me lâcher la main. Elle m'a également conduite vers la porte du temple. J'ai dit à Arisa et Mia d'aller rejoindre Lisa et les autres. Malheureusement, nous avons fini par croiser le prince et ses serviteurs en chemin vers le salon du temple. Les seuls serviteurs qui accompagnaient le prince cette fois étaient le jeune chevalier et l'un des chambellans. Il n'y avait aucune trace du chevalier au bouclier qu'il avait tenu en respect auparavant. Comme c'est inhabituel de vous voir mettre les pieds dans un temple, Votre Altesse. Rin, alors c'était vous qui chevauchiez ce Pégase de bois. Le prince était tout sourire, contrastant fortement avec l'expression mécontente de Ringrande. S'il vous plaît, ne m'appelez pas par un surnom, Votre Altesse. Pourquoi pas? Quel mal y a-t-il à utiliser un surnom pour ma fiancée? Votre ancienne fiancée. J'ai obtenu la permission de Sa Majesté avant de quitter le royaume. Elle en avait donc assez de ses infidélités, pour ainsi dire. Le prince, lui, ne semblait pas savoir quand abandonner. Ce sont vos mots, pas les miens. Je ne me souviens pas avoir approuvé quoi que ce soit de tel. J'ai eu affaire à tous mes enfants illégitimes, et Yurine et Demetina ont toutes deux accepté de vous accueillir. Quel est le problème? Quoi, en effet, même moi, je vois bien qu'il y a beaucoup de problèmes ici. D'abord, son utilisation de l'expression « traité » était vraiment alarmante. Je n'avais aucune envie de découvrir davantage son côté obscur. As-tu oublié ce que tu as fait à une mariée la veille de son mariage avec une autre famille? Ça a failli provoquer la désertion d'un comté. Razna, c'est déjà réglé, et ce duc grossier a été remplacé. Le sourire du prince aurait été on ne peut plus effrayant. Faute d'un meilleur mot, il lui donnait un air sans âme. Alors, qu'est-ce que tu as à faire au temple aujourd'hui? Lançant un regard noir au prince, Sarah intervint pour l'interrompre. Tiens, espèce d'insolent. Le dos de la main du prince se dirigea vers le visage de Sarah. Ah! Un bruit sourd se superposa au cri de Sarah. Il était hors de question que je reste les bras croisés sans la protéger, bien sûr. La main du prince, gainée d'un gantelet métallique, fut stoppée net par ma propre paume. De toute évidence, il avait prévu de la frapper du revers de la main de toutes ses forces. S'il frappait une fille ordinaire comme ça, son cou se briserait probablement, la tuant sur le coup. Même Sarah, qui était de niveau 30, aurait sans doute été grièvement blessée. Votre Altesse, Mademoiselle Ringrande s'avança vers le prince d'un air menaçant, mais il la retint d'un bras et me fusilla du regard. Interrompre ma conversation avec Rin était déjà assez pénible, mais entrer en contact physique avec la royauté? C'est la peine de mort assurée, plébéien. Waouh, on ne m'avait jamais traité de plébéien dans la vraie vie. Allez-y, oui, monsieur, je peux les éliminer tous les deux, hein? Le jeune chevalier dégaina son épée. Comment pouvait-on vouloir faire couler le sang dans un temple, dans un monde où les dieux étaient des êtres réels et tangibles? Arrêtez, hurla Ringrande. Désolé, ordre du prince, j'en ai bien peur. L'ignorant, le garçon pointa son épée vers moi. En réalité, il me serait facile de le vaincre au combat, mais je risquais d'avoir de gros ennuis si mon geste était interprété comme une dégainer mon épée contre la royauté. Au lieu de cela, j'ai opté pour la stratégie japonaise classique de défense non agressive. M'interposant devant Sarah pour la protéger, j'ai sorti une serviette mouillée du rangement par le biais du sac de garage et je l'ai utilisée pour intercepter l'épée du jeune chevalier. J'avais oublié de la mettre au linge après le bain de la veille. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte d'objet magique? C'est juste une serviette. Une serviette? Ne te moque pas de moi. Curieusement, le garçon n'a pas apprécié ma réponse franche. Fou de rage, il s'est jeté sur moi comme un fou furieux. Bon, alors, je croyais t'avoir dit d'arrêter. Juste à ce moment-là, l'épée de Mademoiselle Ringrande s'est levée et a arrêté la sienne. Dieu merci, je ne voulais pas que ma serviette préférée se déchire. TCH, c'est impoli d'interrompre un combat, tu sais. Mais si ça me permet d'affronter la sorcière de la destruction céleste, je serais ravi de m'occuper de ces moins que rien plus tard. Le jeune chevalier se lécha les lèvres avec enthousiasme, mais j'étais presque certain qu'il était largement surclassé. Effectivement, le jeune homme se retrouva sur le sol du temple, une épée brisée, en quelques secondes. Que signifie tout cela? Demanda le prince. J'aimerais vous poser la même question. Vous essayez d'abord de tuer ma petite sœur, puis mon apprenti qui la protégeait? Vous essayez peut-être de forcer le duché d'Ugosh à se retirer du royaume de Shiga, cette fois? Le ton de Mademoiselle Ringrande était empreinte de sarcasme. Cette gamine est votre sœur cadette? Quel enfant terriblement simple. Dire que je dois épouser une telle fille. Pardon? Avez-vous perdu la tête? La remarque du prince fit l'effet d'une bombe,
mais mademoiselle Ringrande aurait pu se faire accuser de trahison avec une telle réponse. Sarah, incapable d'assimiler la tournure soudaine des événements, s'accrocha à ma manche et écouta nerveusement. Je suis tout à fait saine d'esprit, merci. Je dois épouser les filles de 3 ducs pour accéder au rang d'empereur. Vous essayez d'usurper le trône? Tout le monde sait que le prince Sortoric est un excellent héritier, aussi habile à la plume qu'à l'épée. Usurper, dites-vous? HMPH, alors vous soutenez aussi ce soi-disant prodige. Le prince railla la colère de Ringrande. Ne savez-vous pas pourquoi l'oracle a été divisé entre les temples? Le prince le sait-il? Mademoiselle Ringrande parut bouleversée par l'assurance du prince. Que, l'heure du grand bouleversement est arrivée. Une ère de changements radicaux viendra, tout comme lorsque le roi ancestral et le premier héros de l'empire des sagas fondèrent le royaume. On aurait dit que le prince délivrait un monologue sur scène. Mademoiselle Ringrande était trop fascinée par ses paroles pour bouger. Quant à moi, j'aurais souhaité qu'il s'abstienne d'employer des expressions chargées de sens comme grand bouleversement et ère de changement. Cela ne manquerait pas de déclencher des signaux d'alarme dangereux. Et c'est moi, Charoric Shiga, qui vaincrai le seigneur démon, surmonterai les épreuves de l'ère et créerai un nouveau royaume, non, un nouvel empire de toute l'humanité. Comme il n'y avait pas de deuxième prénom dans ce royaume, sa déclaration théâtrale de son nom semblait un peu déplacée. Rin, abandonne le héros de l'empire saga et reviens à moi. Si tu le fais maintenant, je te pardonnerai le passé et t'accueillerai à bras ouverts. Le prince avait décidé de mettre leurs anciens problèmes de côté pour tenter de reconquérir Ringrande. Les yeux de mademoiselle Ringrande, en revanche, étaient si froids qu'ils auraient pu geler un feu de joie. Au moment même où elle ouvrait la bouche pour répondre sèchement, d'autres points rouges apparurent sur mon radar. Outre les 2 représentant le prince et le jeune chevalier, il y en avait maintenant 10 autres. 7 se trouvaient sur la place devant le temple de Tenion, tandis que 3 autres se trouvaient derrière. D'après mes recherches sur la carte, les 3 premiers étaient encore des membres des Ailes de la Liberté, tandis que les autres appartenaient à la guilde des assassins sabots de sanglier. C'était sans doute le premier groupe qui était arrivé sur ce navire. Me demandant ce qui était arrivé aux gardes que j'avais envoyés, j'ai inspecté le navire et constaté qu'ils étaient engagés dans une bataille acharnée avec les autres membres des Ailes de la Liberté. Allons, il ne faut pas déclencher des événements à 2 endroits différents à la fois. Dame Sarah, un danger se profile. Toi, le chevalier du temple fonça et s'arrêta net devant le chaos. Dehors, les chevaliers du temple combattaient le groupe des Ailes de la Liberté, tandis que les assassins entraient par la porte arrière. Au lieu de se joindre au combat, mes enfants se dirigeaient vers l'entrepôt pour me retrouver. Vu le niveau élevé de mademoiselle Ringrande et du prince, je décidai de leur laisser le soin de repousser les ennemis et d'emmener Sarah avec moi pour rejoindre les autres. Dame Ringrande, je m'occupe de Dame Sarah. Veuillez vaincre les attaquants. D'accord, je suppose. Mademoiselle Ringrande emplit de pouvoir magique un objet semblable à une amulette sous sa cape, ce qui activa les bonus défense anti-flèche et renforcement corporel. Quel objet magique utile? Juste à ce moment, le chevalier du temple, debout près de l'entrée du sanctuaire, s'envola, comme s'il avait été percuté par un camion-benne. GROROROWN. Avec un rugissement étrange, un monstre géant apparut à l'entrée, des tentacules gris foncés sortant de sa tête. C'était un démon infernal mineur, de niveau 30 seulement, mais il possédait 3 capacités raciales inhabituelles, étirement, corps d'acier et régénération. Il serait difficile de le combattre au corps à corps avec des armes ordinaires, mais l'épée sacrée du prince ou la magie de mademoiselle Ringrande devrait le vaincre rapidement. Derrière le démon, des insectes volants argentés à l'aspect mécanique fonçaient dans le temple. Derrière eux, j'aperçus un autre démon infernal mineur, dehors, qui crachait les insectes depuis sa tête en forme de nid. Il semblait posséder les capacités raciales production et mur de défense, ainsi que les compétences foudre, magie et direction. La voilà, c'est la fille, Sarah. Si nous la capturons, nous pourrons encore sauver nos frères et ressusciter Sa Majesté le Seigneur démon. Notre camarade s'occupera des imbéciles qui l'entourent, maintenant qu'il est un démon. Un homme à l'air intellectuel, vêtu d'une robe violette, apparut derrière le démon et lui expliqua gentiment tout leur plan. C'était gentil de sa part. Je suppose que je vais y aller doucement. Maître, instruction, s'il vous plaît. Lisa passa la tête par la porte de l'entrepôt. J'étais fière qu'elle ne se soit pas précipitée. Aidez-moi à protéger Dame Sarah. Dame Sarah, toutes mes excuses. Je la soulevai comme une mariée et me dirigeai vers l'entrepôt. Il s'enfuit. À leur trousse, tu crois vraiment que je vais te laisser faire? Dégage. L'un des survivants du culte tenta de nous poursuivre et fut aussitôt réduit en charpie par un coup d'épée de mademoiselle Ringrande. Une épée éclair? Est-ce la sorcière céleste de la destruction? Que fait un des disciples du héros ici? L'intellectuel pâlit en voyant l'éclair violet crépiter le long de l'épée de Ringrande.
Un éclair s'abattit sur l'homme, mais un gorille surgit pour encaisser le coup. Les hommes qui chargeaient le prince et son jeune chevalier gisaient déjà dans une mare de sang. Ici, on n'a vraiment aucun scrupule à tuer. J'étais un peu nauséeux, mais je m'y suis résigné et je me suis précipité dans l'entrepôt, Sarah dans les bras. Mon radar m'indiqua que des insectes argentés nous poursuivaient. Ils étaient de niveau 15 environ, suffisamment bas pour que mes amis puissent les affronter. Lisa, éliminez ces insectes, s'il vous plaît. Compris, il y en avait 5 derrière nous, un peu trop pour que Lisa seule s'en charge. Tama et Pochi, vous deux, affrontez un des insectes ensemble. Nana, protégez les autres. D'accord, bien sûr, monsieur, oui, maître. Les filles bêtes se précipitèrent sur les insectes, armes prêtes. Moi aussi, je peux me battre. Alors, occupez-vous-en d'un aussi, dame Karina. Je donnai rapidement une mission à mademoiselle Karina. À son niveau, elle ne pourrait probablement pas la vaincre, mais avec la barrière de Raka, elle devrait au moins pouvoir tenir le coup. Tandis que je déposais Sarah au sol, j'utilisais ma main libre pour éliminer les 2 insectes restants avec des cailloux du stockage. Les insectes explosèrent sous l'impact, leurs restes se dispersant partout. Ce serait difficile à nettoyer ensuite. Sarah, reste près de Nana, s'il te plaît. Bien sûr, Nana équipa un bouclier cerf-volant du stockage. Son bouclier habituel était trop grand pour y rentrer. Arisa, prends ça. D'accord. Mademoiselle Karina sortit la cloche de scellement des démons de sa poitrine et la lança à Arisa. Dès qu'elle l'attrapa, Arisa la remplit de magie jusqu'à ce qu'elle brille en bleu, puis la fit sonner pour ralentir immédiatement les nuisibles argentés. Satou, maître, encore des insectes. Entendant Mia et Lulu crier, je me suis retournée vers l'entrée et j'ai vu un homme gardé par 2 insectes. C'était le costaud qui avait pris la foudre pour l'étudiant tout à l'heure. Quoi, ça ne marche pas, s'est écriée Arisa, surprise. Elle avait dû essayer d'utiliser la magie psychique sans chance sur le cultiste massif. Arisa, cache-toi derrière Nana avec Mia. Je me suis placée devant Nana en parlant, les yeux rivés sur l'homme musclé. C'est un démon. Comme prévu, le corps de l'homme gonfla démesurément. En grandissant, il fracassa le mur entre le temple et l'entrepôt, projetant pierre et poussière. D'après mon art, c'était un démon infernal intermédiaire de niveau 45. Il ressemblait à un taureau bipède à la peau violette. Je marchais vers lui d'un pas ferme, tenant à la main l'épée de fée que j'avais sortie du sac de garage. Pour m'intimider, le démon renifla et lança des flammes rouges de sa gueule entr'ouverte. GELWBAOOWN. Tandis qu'il rugissait, une multitude de boules de feu se formèrent autour de lui. Désolé, mais elles ne m'approcheront pas. J'utilisais, briser la magie, du menu magique pour les dissiper. Puis, d'un coup désinvolte, je tranchai la tête du démon, ainsi que le bras qu'il essayait d'utiliser pour se défendre. Presque trop facilement, le démon se transforma en poussière noire et se dispersa dans le néant. Il ne resta que la longue corne usagée et une grosse arme de faible qualité. Cœur, hein? Comment as-tu vaincu un démon aussi facilement? J'ai déjà combattu ce genre de démon. D'habitude, ce n'est qu'une diversion. Il a l'air effrayant, mais il est en fait assez faible. Sarah hocha la tête, apparemment convaincue. Maître, on en a fini ici, rapporta Lisa. Le groupe avait déjà vaincu les insectes argentés. Ma robe est un peu déchirée, j'en ai peur. Mes excuses, dame Karina. J'ai dû faire la barrière un peu trop petite. Il y avait une coupure de 5 ou 7 cm au bas de la jupe de mademoiselle Karina. Je te la recoudrai à notre retour au manoir. Pina consola Karina, déçue. Pochi, ça va? Ce n'est rien, monsieur. Guéri. Je remarquai Mia qui soignait le bras blessé de Pochi. En m'approchant, je la scrutais. Ça va, Pochi? Oui, monsieur. C'est ma faute si j'ai baissé ma garde, monsieur. Quand on rentrera à la maison, je m'entraînerai encore, monsieur. Tama aussi. Très bien, vous deux. J'ai tapoté la tête de Pochi et Tama, puis je me suis redressée. Je ne m'attendais pas à ce que Pochi soit blessé par les dragons argentés. Je ferais mieux de m'occuper du reste moi-même. Maître, allons-nous aider les autres? Non, restez ici. On ne ferait que les retenir. Je rangeai mon épée de fée dans la réserve, prenant un arc court et quelques flèches bon marché à la place. C'était un ensemble que j'utilisais surtout pour chasser les petits oiseaux. Arc en main, je demandais à Lisa et aux autres de surveiller l'entrée secondaire et aller voir comment se portait le reste du temple. Comme mon radar me l'avait déjà indiqué, Mademoiselle Ringrande et ses compagnons combattaient encore les démons mineurs de l'enfer. Pas étonnant, car cela faisait à peine 1 minute que j'étais parti. Ils avaient du mal à se concentrer sur le combat contre les démons, car les créatures argentées qui bourdonnaient près du plafond fondaient sans cesse sur eux. De plus, comme Mademoiselle Ringrande ne portait pas d'armure, elle repoussait les attaques des tentacules du démon avec son épée tout en incantant rapidement des sorts pour vaincre les insectes. 2 assassins cachés dans un coin du plafond pointaient leurs arbalètes sur le prince. Je les ai donc rapidement visés avec mon arc court.
Les flèches les ont projetés au sol, où ils ont disparu dans un nuage de poussière. Ma compétence, oui fine, a détecté 2 craquements secs, des os brisés. À en juger par la lenteur de leur PV, ils ne devraient pas être en danger immédiat. Lorsque l'un d'eux a obstinément sorti une sarbacane pour viser le prince, je les ai tous deux assommés avec un morceau de bois trouvé par terre. Je ne tenais pas particulièrement à protéger le prince, mais s'il était tué dans le temple de Tenion, cela pourrait causer des ennuis à Sarah et aux autres prêtresses. Remarquant que je l'avais sauvé, le prince a grimacé en repoussant le démon à tête de nid. Je ne vais pas dire que tu me dois quelque chose. Dépêche-toi de le battre. J'avais plein de flèches. Je suppose que je pourrais aider un peu. Il ne serait pas trop difficile de vaincre les insectes argentés, mais j'ai décidé d'élaborer une stratégie en tirant simplement sur leurs ailes. Les énormes insectes se balançaient dans tous les sens, comme un mouvement brownien. Ils sont restés immobiles une fraction de seconde, changeant de direction. J'ai attaqué à ce moment-là. Tirant des flèches l'une après l'autre, je les ai abattus facilement. Le jeune chevalier, qui avait titubé sur le champ de bataille, a commencé à éliminer les insectes frétillants avec les restes de son épée de mithril. Les nuisibles le frappaient parfois du bout de leurs ailes tranchantes, ce qui le mettait en sang. J'avais prévu de les faire achever par mes enfants pour augmenter leur niveau, mais je suppose qu'il valait mieux éviter ça. Bravo, s'est écrié le prince. Sans ces petits poissons pour nous gêner, nous vaincrons en un rien de temps. Préparez-vous à être témoin de la puissance d'une épée sacrée. Avec ce dernier cri, Charoric commença à emplir son épée sacrée, Clédiam Solui, de puissance magique. Arrêtez les discours et battez-le, s'il vous plaît. Émettant une lumière bleu pâle, l'épée détruisit d'un seul coup la barrière magique du démon à tête de nid. Je suis impressionné, démon. Rares sont ceux qui résistent à une attaque d'épée sacrée. Avec des cris encore plus insensés, le prince brandit son épée dans l'autre sens. Le démon croisa ses bras ramifiés pour attraper l'épée sacrée. L'épée déchira les membres du démon, mais ne parvint pas à les trancher complètement et s'en mêla. Clédiam Solui n'était peut-être pas aussi puissant que les autres épées sacrées? Ou peut-être ne pouvait-il pas déployer toute sa puissance sans le titre de héros? Mademoiselle Ringrande, quant à elle, créa de petites explosions magiques pour dissiper les tentacules qui se dirigeaient vers elle, puis se glissa par l'ouverture pour trancher la tête du démon avec son épée magique à lame enchantée. Rin, ne baisse pas ta garde. Ce n'est pas fini, criai-je à Mademoiselle Ringrande tandis qu'elle se tournait pour aider le prince. Je n'avais pas le temps de crier son nom interminable, d'où son surnom. Espérant qu'elle me pardonnerait. De mon arc court, j'abattis le tentacule gris tranché qui s'apprêtait à trancher la jambe de Ringrande. Mademoiselle Ringrande découpa précipitamment le démon décapité qui s'élançait vers elle, puis lui fendit la tête en deux sur le sol, le réduisant finalement en poussière noire. Merci, Satou. Mademoiselle Ringrande jeta un coup d'œil au prince. On dirait bien qu'il a fini aussi. Oui, on dirait bien. En répondant, je tirai un dernier coup. La flèche effleura la joue du prince en passant à côté de lui. Comment oses-tu, toi? L'insulte du prince fut interrompue par un hurlement de douleur de l'assassin derrière lui. C'était le troisième et dernier assassin. Un chevalier du temple voisin accourut précipitamment pour l'arrêter. Mes excuses, Votre Altesse. Je crains que nous n'ayons pas eu le temps de l'appeler. HMPH. Je suppose que je comprends pourquoi Rin vous a pris comme élève. La récompense pour ton aide compensera la punition que tu aurais méritée pour cette égratignure. J'apprécie ta générosité, répondis-je aussi froidement que possible. De toute façon, je ne m'attendais pas vraiment à une récompense de sa part. Tiens, je te donne ça aussi. Le prince ramassa le noyau tombé à ses pieds et me le lança. J'allais supposer que c'était un accident s'il m'était tombé au visage. Rin, nous poursuivrons notre conversation au château du duc. Viens dans ma chambre à ton retour, commenta le prince à Ringrande avant de partir, l'air un peu déçu que j'ai si facilement arraché le noyau en plein vol. As-tu déjà oublié Sarah, prince? Quel idiot! Pourquoi ferais-je ça? Après le départ du prince, Mademoiselle Ringrande lança un regard noir à la porte, murmurant entre ses dents. Je ramassai les petites cornes éparpillées au sol, ajoutai celles que j'avais déjà sous la main et les donnai à Ringrande. C'était un calcul pour cacher la longue corne lâchée par le démon infernal intermédiaire. Il y aurait des ennuis si on découvrait quel genre de démon j'avais vaincu si facilement. Dame Ringrande, veuillez les remettre à sa grâce le duc. Oh, vous ne m'appellerez plus Rin, alors? Mademoiselle Ringrande me fit un clin d'œil et me toucha légèrement le menton du doigt. Elle s'en souvenait donc. Je suis vraiment désolée. C'était une urgence. Je n'avais pas le choix. Oui, j'apprécie. Et je suppose que je ne devrais pas taquiner quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Mais vous pouvez vraiment m'appeler Rin. Elle sourit malicieusement. Une fois que vous serez assez forte pour vaincre Ayato le héros, bien sûr. Alors, ça risque d'être long, répondis-je. Me tournant vers l'entrée de l'entrepôt, je fis signe aux autres. Le temple était sûr, et ce prince douteux était parti,
alors je me disais qu'il valait mieux partir avant de trop gêner. Si possible, j'espérais faire baptiser mon groupe par le temple Tenion afin qu'il remplisse les conditions du trésor de la résurrection. Le moment ne semblait pas venu d'en parler. Cela pouvait attendre la prochaine fois. Sarah nous remercia et nous salua en quittant le temple Tenion du centre-ville. Beaucoup de vendeurs de la rue principale avaient fermé tôt, probablement à cause de toute cette histoire de démons, alors nous décidâmes d'aller ailleurs aussi. D'abord, je dus persuader une nana réticente de laisser les enfants phoques rentrer chez eux. Pour les remercier de l'avoir accompagné, je leur offris de savoureuses encas cuits au four. Puis nous prîmes la calèche, passâmes le grand mur jusqu'au musée, situé entre le quartier des nobles et le quartier commerçant. La salle de concert en face du musée c'était aussi une option, mais cette dernière a été retenue par le vote populaire. Techniquement, cela faisait aussi partie du quartier des nobles, mais les roturiers pouvaient y entrer à condition d'être convenablement vêtus. Bien sûr, rien n'interdisait les demi-humains. Néanmoins, il valait probablement mieux jouer la sécurité pour que personne ne nous dérange pendant notre visite. Yamato, roi, monsieur, Tama et Pochi, vêtus de manteaux à capuche qui leur couvraient les oreilles et la queue, lurent le panneau au-dessus de l'entrée du musée. Le musée se composait de 3 zones, reliées par un hall principal. La plus grande zone abritait actuellement une exposition temporaire intitulée « Le roi ancestral Yamato ». Il y a beaucoup de monde là-bas, remarqua Arisa, surprise. L'exposition temporaire était aussi bondée qu'une attraction populaire de parc d'attractions. Vous avez raison, on dirait qu'on ne peut pas obtenir de passe rapide. Allons d'abord voir les autres zones. D'accord, oui, monsieur. Il y avait de toute façon un ordre de visite recommandé, alors nous avons décidé de suivre cet itinéraire. La première zone était principalement consacrée aux spécimens empaillés et aux squelettes. Une paroi vitrée protégeait les plus précieux, tandis qu'un panneau indiquait que les expositions ouvertes étaient principalement consacrées à des spécimens locaux et qu'on pouvait les toucher librement. Attention, messieurs, allez-y sans moi, je vais les retenir, messieurs. C'est votre tasse. Pochi, on va vaincre le seigneur démon. Venez nous trouver, les gars, s'il vous plaît, ne faites pas tout un numéro. Regardez simplement autour de vous normalement. Et Tama, vous voulez dire, c'est votre tasse? Que signifierait, c'est votre tasse? Maître, ne peut-il pas bouger? Je vous demande. Nana désigna un animal empaillé qui ressemblait à un croisement entre un martin-pêcheur et un écureuil. Non, parce qu'il est empaillé. Peut-être qu'un nécromancien pourrait le faire bouger. Oh, maître, regardez ça. C'est trop mignon. Personnellement, je trouvais Lulu bien plus mignonne. Un animal étrange, non? Il a de toutes petites ailes pour un oiseau. Pingouin. Lulu, Lisa et Mia examinaient tout un pingouin en peluche. Alors, il y avait des pingouins dans ce monde aussi. Heureusement, il n'y avait pas d'homme pingouin en peluche. Mais pourquoi n'y avait-il personne d'autre que nous? Cet endroit était étrangement impopulaire. L'ambiance était assez similaire à celle des musées japonais, mais avec des spécimens monstrueux parmi les expositions, c'était vraiment plus percutant. On dirait qu'il pourrait surgir et vous mordre à tout moment. Effrayant? Je n'ai pas peur. C'est juste un taxidermie, monsieur. Abandonnant leur petit drame, les filles bêtes se rassemblèrent autour d'une grande créature en peluche appelée « tigre de forteresse ». Oh, Pochi, viens ici une seconde. J'arrive, monsieur. Pochi s'approcha en titubant, et je la soulevai, tendant sa main vers une bête à l'air féroce. Ça ne me fait pas peur, monsieur. Pochi leva les yeux au ciel. Je vais te dévoiler. J'utilisais ventriloquie pour la taquiner d'une voix étrange. Son air peu impressionné disparut aussitôt, et elle se débattit dans mes bras. Ne me mangez pas, monsieur. Je n'aurai pas bon goût, monsieur. De la viande, savoureux. La viande, c'est bon, mais je ne suis pas de la viande, monsieur. Alors vous ne pouvez pas me manger, monsieur. Pochi commençait à avoir l'air vraiment effrayé, alors je l'ai reposé et lui ai montré comment j'avais fait mon petit tour. Désolé, Pochi, c'était méchant, maître, monsieur. J'avais peur, monsieur. J'ai dû aller un peu trop loin. Arisa s'est approchée et a murmuré à l'oreille de Pochi, lui faisant clairement une suggestion. J'exige des excuses et des réparations, monsieur. De la viande au dîner, ça te fera du bien, alors? Oceanofpdf.com à ces mots, les yeux de Pochi brillèrent, toute trace de larmes disparut. Naturellement, Tama et Lisa tournèrent vivement la tête pour écouter attentivement. Hurrah, monsieur, je veux des steaks hachés, monsieur. Vous êtes sûr? On a mangé la même chose hier. J'ai un estomac séparé pour les steaks hachés, monsieur. Cela me parut assez étrange, mais je décidai qu'il serait impoli de la questionner. Comme personne d'autre ne semblait s'en offusquer, nous décidâmes de manger des steaks hachés pour le dîner. Pour Mia, ce serait du tofu, bien sûr. Ceci dit, nous passâmes à la salle suivante, une exposition de costumes traditionnels. Parmi les vêtements de différentes régions, j'ai repéré ce qui ressemblait à des costumes d'infirmières et d'aodai. Il y avait même un costume de lapin, pour une raison inconnue.
Je ne verrais pas d'inconvénient à voir Nana ou Mademoiselle Karina l'essayer. Malheureusement, les autres incontournables comme les tenues de soubrette et les lolitas gothiques étaient introuvables. J'imagine que le japonais qui a popularisé certaines modes ici devait avoir un penchant personnel. Maître, par ici, tandis que je réfléchissais devant Lao Dai, Arisa m'a interpellé du fond du couloir. En venant voir, j'ai trouvé mes amis vêtus de costumes traditionnels japonais, ou quelque chose du genre. Ça, monsieur Pendragon, comment suis-je? Il vous va vraiment bien. Mademoiselle Karina prenait une pose maladroite dans un haori de style Shinzengumi, alors je lui ai adressé les compliments de rigueur. À vous, monsieur. Tama et Pochi portaient des tenues similaires à celles de Mademoiselle Karina, brandissant des sabres en bois ressemblant à des katanas. Ils avaient même des foulards japonais pour se boucher les oreilles. Vous me faites plus penser à des chevaliers arthuriens qu'à des Shinzengumi. Désolé, Arisa. Personne ici ne comprendra cette blague, moi y compris. J'ai esquissé un vague sourire et j'ai balayé la remarque d'Arisa. Mais ces objets ne sont-ils pas seulement destinés à être exposés? Non, pas cela. On les a achetés là-bas, au rayon souvenirs. En allant jeter un œil, j'ai trouvé toutes sortes de choses à vendre. J'ai décidé d'en acheter aussi, surtout des petits objets comme des éventails. Ce serait de bons souvenirs à envoyer à Zena, à Seriou, avec ma prochaine lettre. Regarde, il y a aussi des épingles à cheveux. J'en achèterai peut-être une. Arisa, ce n'est pas prudent de gaspiller de l'argent. Lisa la réprimanda en contemplant les épingles. Ne t'inquiète pas, il m'en reste encore beaucoup grâce au salaire que j'ai reçu de mademoiselle Nina. Les biens d'une esclave appartiennent à son maître. On ne doit pas les dépenser sans permission. Cette idée que les biens d'une esclave appartiennent à son maître était répandue dans le royaume de Shiga, mais avec ma sensibilité japonaise, je n'arrivais pas à m'y faire. Lisa, vous pouvez utiliser votre argent de poche comme bon vous semble. Très bien, si tel est votre souhait, maître. Lisa était perplexe, mais elle accepta mon décret sans autre commentaire. Dépenser son argent de poche pour des choses qu'on désirait était le meilleur moyen d'en connaître la valeur, à mon avis. Passé la boutique de souvenirs, il y avait une exposition d'armes ressemblant à des sabres japonais, mais on les appelait simplement armes anciennes. L'élégant raffinement d'un katana n'avait pas encore été adopté comme arme contre les monstres. Ils sont magnifiques. Une voix me fit tourner la tête, et je vis un homme et une femme à l'air familier contempler les sabres. C'était le couple de samouraïs de l'Empire Saga que nous avions vu lors de la compétition d'arts martiaux, Kajiro et la femme qui utilisait l'arme d'Ast. Ah, le samouraï, monsieur. Ils se retournèrent en entendant l'exclamation involontaire de Pochi. Oh, qu'avons-nous là, sinon deux petits samouraïs? Vous avez tous les deux l'air très héroïques. En voyant Pochi et Tama dans leur cosplay, Kajiro et la femme sourirent. Je m'excuse si mes compagnons vous ont dérangé, dis-je. Non, pas du tout. Mais je suis surpris que vous nous ayez reconnus comme des samouraïs sans nos sabres. Kajiro esquissa un sourire qui ne semblait pas correspondre à son air bourru. On vous a vu voler? Vous étiez très fort, monsieur. Ah, je vois. Le samouraï semblait aimer les enfants. Son sourire s'illumina au compliment de Pochi et Tama. Je veux être aussi forte, monsieur. Moi aussi. Tama sautilla si vivement que son foulard glissa de sa tête. Elle le rattrapa rapidement et le maintint en place, mais Kajiro, debout juste devant elle, aperçut clairement ses oreilles. Des oreilles de chat? Serais-tu par hasard un homme-chat? Oui. Tama semblait prête à pleurer. Oh là là, pardonnez-moi. Je ne voulais pas vous faire de mal. J'étais simplement surpris, car je n'en avais jamais vu en dehors du sanctuaire des hommes bêtes de l'Empire Saga. Ah bon? Il y a un sanctuaire pour eux? Après notre entraînement à Labyrinth City, on devrait peut-être y aller chercher la famille de Tama et Pochi. Au fait, jeune noble, j'ai une proposition à vous faire. Après m'être présenté, j'ai écouté sa proposition. Des cours d'arts martiaux? Oui, c'est ça. À en juger par la façon dont il brandissait ses lourdes épées en bois d'une seule main, ces enfants devaient avoir le niveau requis. À en juger par leur jeu de jambes, ils n'avaient reçu aucune formation formelle. Le peuple aux oreilles d'animaux est connu pour être une race guerrière, alors je serais ravi de leur enseigner notre style. Et il faut bien que nous payions le voyage, ajouta-t-il en riant. Les deux samouraïs expliquèrent qu'ils se rendaient à Labyrinth City pour améliorer leurs compétences au combat. Leurs armes étaient en cours de réparation suite aux dégâts subis lors du tournoi. Par conséquent, ils ne pouvaient pas gagner d'argent en exterminant des monstres ou en effectuant des missions d'escorte. Je cherchais justement un professeur pour les filles hommes bêtes, le moment était donc idéal. J'acceptai la proposition de Kajiro et rédigea un contrat de travail pour la durée de notre séjour dans l'ancienne capitale. Il viendrait au manoir chaque jour jusqu'à ce que j'obtienne la permission de l'ancien comte, qui, je l'espérais, accepterait de le loger dans une chambre vide de la résidence d'hôte. Lorsque les cloches sonnèrent l'heure au musée, Kajiro s'excusa, lui et la femme. Les principales batailles du tournoi ont lieu aujourd'hui, nous devons donc prendre congé.
Je n'y ai pas hésité. Nous avions prévu de commencer l'entraînement le lendemain. De toute façon, beaucoup d'autres invités faisaient juste la fête en attendant le tournoi. La foule à l'exposition du roi ancestral Yamato a rapidement disparu. Alors, la capitale royale était ici. Lulu lisait la chronologie du royaume de Shiga inscrite au mur. Déplacement? Je suis perdu, monsieur. J'ai expliqué la signification de « déplacement de la capitale » à Pochi et Tama. Le royaume de Shiga a été fondé dans cette ville. Lorsque la capitale royale a été déplacée à son emplacement actuel, celle-ci est devenue l'ancienne capitale, marquant le début du règne du roi Charorik II. Son nom était très différent de celui du troisième prince actuel, malgré le même nom. Nous avons suivi l'itinéraire prédéfini, où les objets étaient disposés par ordre chronologique. Ah, je connais celle-ci. C'est une peinture représentant la guerre des demi-humains du roi Fugartaf. Arisa désigna du doigt un tableau représentant diverses espèces de demi-humains et d'humains s'entretuant. Apparemment, une copie de ce même tableau se trouvait dans le château où elle vivait. Il y a 400 ans, une persécution massive contre les demi-humains déclencha une grande guerre avec les pays demi-humains à l'est et au nord-ouest du royaume de Shiga. Cette guerre fit le plus de victimes parmi toutes celles non liées aux démons du dernier millénaire. Finalement, même les elfes et un héros invoqué de l'Empire Saga s'engagèrent pour arrêter le carnage. Ce tableau fut peint à l'époque du sage roi Zara, qui succéda au roi Fu et restaura une dynastie. Il devait rappeler aux générations futures qu'une persécution extrême ne pouvait mener qu'à la tragédie. À ma connaissance, la persécution et la discrimination avaient encore une emprise sur ce royaume, mais c'était peut-être mieux que lorsqu'un demi-humain était tué à vue. Après quelques images tout aussi sanglantes, un tableau s'appuyait contre le mur. Ce qui a attiré mon attention. C'était une simple scène, une simple porte au sommet d'une colline. Curieux, je l'ai examiné de plus près. Ah bon? Au bout de quelques instants, la porte du tableau s'est ouverte et une petite fille est apparue et m'a fait signe. Une peinture à l'huile en mouvement? Ça, c'était du fantastique classique. Je lui ai fait signe en retour, et la fille a réagi avec joie. Très interactif. Elle m'a fait signe de venir de l'intérieur. Instinctivement, j'ai fait un pas en avant, mais... C'est énorme, monsieur. Tama et Pochi ont choisi ce moment pour m'attaquer de côté. La soudaineté m'a surprise, mais elles étaient trop légères pour me faire chanceler. Qu'y a-t-il, vous deux? Venez par ici? Il y a quelque chose d'incroyable ici, monsieur. Le couple, tout excité, me prit par les mains et m'entraîna vers la pièce voisine. Jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule en quittant la pièce, je constatais que le tableau que je contemplais avait disparu. Puisqu'il était par terre, il était probablement simplement en train d'être déplacé. S'il en existait d'autres comme celui-ci, j'aimerais les montrer à tout le monde. Regardez, c'est incroyable, monsieur. Tama et Pochi m'entraînèrent dans une salle où était exposée une immense tapisserie. Elle était immense, environ 5 mètres de haut et 50 mètres de long. D'après l'étiquette du musée, sa réalisation s'était échelonnée sur plus de 40 ans. Maître, le seigneur démon est très grand et dangereux, à mon avis. Nana désigna un pan de la tapisserie d'un air grave. Elle représentait un monstre gigantesque à tête de sanglier qui éclipsait le château en contrebas. Le seigneur démon géant apparut devant le grand roi ancestral Yamato, piétinant un château sous ses pieds. Une voix claire retentit derrière nous. Je me retournai et découvris une scène installée au fond de la salle. Un orchestre assurait la musique d'ambiance tandis qu'un ménestrel, debout au centre de la scène, décrivait les scènes de la tapisserie. J'écoutais la voix tout en contemplant la tapisserie. Les principaux acolytes du seigneur démon, les démons vétérans aux 6 couleurs, ont causé bien des ennuis aux armées humaines. Devant le seigneur démon se tenait un serpent vert, une substance visqueuse rose semblable à du mochi, et les familiers démons infernaux majeurs bleus et rouges, tous menés par un démon jaune à 4 bras. Il dit, aux 6 couleurs, peut-être était-ce la forme noire qui ressemblait à l'ombre du démon jaune? Le ménestrel entonna les détails des pouvoirs spéciaux de chaque démon. Le vert pouvait se métamorphoser, le rose se spécialisait dans la défense, le noir apparaissait et disparaissait inopinément, et le jaune, chef de facto, était bien plus puissant que les démons ordinaires. L'histoire du ménestrel continua un bon moment. Le seigneur démon manipulait les orques, les transformant en Bushimuei pour combattre les chevaliers. Je n'avais jamais entendu parler de Bushimuei. Était-ce un mot japonais inventé de toutes pièces? Les petites formes humanoïdes au pied du démon jaune étaient probablement les orques. Quand je me suis rendu compte que je n'avais jamais rencontré d'orques, j'ai lancé une recherche sur la carte sur un coup de tête et j'en ai trouvé 2 vivants au centre de l'ancienne capitale. Comme les kobolds que j'avais rencontrés au village des géants, ils étaient considérés comme des fées, pas des monstres. Ces 2 orques tenaient une boutique d'alchimie dans un coin des bas-fonds. Ils ne semblaient pas avoir d'infraction dans la section « prime » de leurs informations, alors j'ai décidé d'aller les voir à un moment donné pendant notre séjour.
Les chevaliers cryptides du royaume de Flux ont rejoint la bataille montés sur des griffons. Puis le seigneur démon a invoqué sa forteresse céleste, Tofkezera, et d'innombrables poissons monstrueux ont nagé dans les cieux. Où est cette partie? J'ai essayé de trouver ce Tofkezera, mais je n'ai pas réussi à comprendre ce que c'était. Peut-être était-ce la forme géante en haut à gauche de la tapisserie, qui ressemblait soit à un dirigeable, soit à un cachalot. Une nuée de monstres ressemblant à des requins émergeait du cercle magique devant le dirigeable, écrasant bâtiments et soldats comme un raz-de-marée. Les griffons étaient également représentés, mais visiblement, ils n'étaient pas assez nombreux pour avoir une chance. Alors que les royaumes étaient au bord de la destruction, notre sauveur apparut sur le dos d'un dragon céleste, le roi ancestral Yamato en personne. Sur le côté droit de la tapisserie se trouvait la tête argentée d'un dragon, avec un chevalier en armure bleue debout entre ses cornes. Ce devait être Yamato, alors. Le chevalier tenait un grand bouclier et un bâton, et plusieurs épées bleues brillantes flottaient autour de lui. Bon, la partie sur les épées flottant dans les airs doit être une licence artistique. On aurait dit une scène d'anime. D'abord, l'épée sacrée Clédiam Solui ne volait pas lorsque le prince l'avait utilisée contre ses démons plus tôt. Alors, ce brave personnage doit être le roi ancestral Yamato. Aussi grand qu'il ait pu être, je ne crois pas qu'un dragon autoriserait quiconque à monter sur sa tête. Mademoiselle Karina semblait impressionnée, mais Lisa beaucoup moins. Peut-être que son peuple considérait les dragons comme des créatures sacrées. Un chevalier dragon? Ça, c'est chaud. Je soupçonnais fortement qu'Arisa ne faisait pas référence à la température. À côté d'elle, Mia hocha sagement la tête. Je décidai de ne pas vouloir savoir pourquoi. Arisa, s'il vous plaît, ne corrompez pas trop la culture de ce monde. Maître, il y a une réplique de l'épée sacrée là-bas, je vous le signale. Me retournant pour regarder dans la direction indiquée par Nana, je vis une statue en bronze de 3 mètres de haut du roi ancestral Yamato, ainsi qu'une réplique tout aussi gigantesque de Clédiam Solui. Si je me souviens bien de la vraie statue, cette taille doit être exagérée pour souligner la grandeur du roi. En y repensant, la statue du roi ancestral que j'avais vue à Sedom, dans le comté de Kuanu, était tout aussi grandiose. Je suppose que c'était la taille standard des statues de Yamato. Alors que nous admirions la statue du roi ancestral, une calèche est arrivée pour nous prendre. Il était manifestement temps pour nous de visiter la demeure de Tolma et du vicomte Siemon. Nous nous sommes arrêtés pour déposer tout le monde, sauf Arisa et Nana, qui souhaitaient nous accompagner. Puis la calèche nous a conduits au domaine du vicomte. L'homme avait un nez crochu, des sourcils froncés, une moustache soignée et des cheveux blonds dorés tirés en arrière. Son regard était intense, plein de force et de détermination. L'homme était si sérieux qu'il était difficile de croire qu'il était le frère de Tolma. À en juger par ses traits un peu vieillis, il pouvait même passer pour le père de Tolma. Il paraissait certainement plus âgé que 34 ans. Je vous remercie d'avoir sauvé la vie de Tolma. Étrange. Pour une raison inconnue, ces remerciements ressemblaient davantage à une réprimande de mon patron. C'était le frère aîné de Tolma, Osaris Siemon. Les seules personnes présentes dans la pièce étaient les 2 frères, Arisa et moi. Dès notre arrivée, Nana a voulu se rendre dans la maison voisine où logeait la famille de Tolma, et je l'ai laissée faire. À ce moment-là, elle devait être folle de la petite Mayuna. Désolé, monsieur Satou, mon frère parle toujours comme ça. Quelle impolitesse, Tolma. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma façon de parler, dis-moi, je t'en prie. Ces paroles étaient assez normales en elles-mêmes, mais quelque chose dans le ton d'Osaris le faisait ressembler à un professeur strict s'adressant à un élève particulièrement décevant. Inexplicablement, Arisa était sur le point de baver. Je ne pouvais m'empêcher d'être préoccupé par l'étincelle dans ses yeux. Quoi que tu fantasmes, garde-le pour toi. La conversation se poursuivait, ressemblant davantage à un entretien d'embauche qu'à un accueil chaleureux au salon. Tolma avait déjà informé le vicomte de mes priorités, à savoir acheter des parchemins à l'entrepôt et en commander d'autres, si bien que tout s'est arrangé sans difficulté. Le fait que je lui montre mon permis du duc a été un atout, bien sûr. Si la collection de parchemins est votre passion, aimeriez-vous visiter notre atelier? Vraiment? J'étais si enthousiaste face à ce retournement de situation inattendu que je me suis instinctivement penché en avant sur la table. Je ne vois pas pourquoi pas. Mademoiselle Nina au sang de fer vous a même qualifié de « digne de confiance » dans sa lettre de recommandation. De plus, Tolma est un excellent juge de caractère. Quel gentleman! Je l'imaginais même devenir un président d'entreprise charismatique dans le Japon moderne. Mon « oui fine » a suscité une conversation dans le couloir. C'est pourquoi nous devons absolument utiliser de l'encre issue de la rosée d'un lys luciole. Cette encre permettrait certainement un travail très précis, mais pensez au coût. Mais monsieur Zhang, je pourrais en dire autant de la poudre de dragon et de la poudre de forage que vous insistez à utiliser. Comment allons-nous en tirer profit? Ce devaient être les artisans parchemins que monsieur Osaris avait appelés.
Vous avez besoin de nous, monseigneur? À votre service, seigneur Osaris. Le couple qui entra était composé d'un homme d'âge mûr pour qui l'obésité avait une toute autre signification, et d'une jeune femme avec des taches de rousseur et des lunettes. La jeune fille était une gnome d'apparence assez ordinaire, ni belle ni laide. Comme on pouvait s'y attendre de la part d'une personne de sa race, elle était encore plus petite qu'Arisa. Voici Zhang, le directeur de l'atelier. Il n'en a peut-être pas l'air, mais c'est le plus grand maître parchemin de tout le royaume de Shiga. Et la jeune femme est Natalina, l'artisane la plus ingénieuse de notre atelier. Je suis certain qu'ils sauront répondre à vos attentes, Sire Pendragon. J'ai senti une certaine implication derrière l'emploi du mot « ingénieux » par Osaris. Peut-être était-elle du genre à aimer fabriquer des parchemins étranges qui ne se vendaient pas ou à épuiser les budgets pour ses expériences. Après avoir présenté le duo, M. Osaris prit congé avec Tolma. C'était bien, on m'avait dit à mon arrivée qu'il n'aurait peut-être pas beaucoup de temps. J'étais simplement content qu'il me présente d'abord aux artisans. J'ai montré la liste des parchemins que je voulais à M. Zhang, et nous avons commencé à prendre des dispositions. Malheureusement, il s'est avéré que la magie supérieure ne pouvait pas être transformée en parchemin. Il n'était pas non plus capable de créer des parchemins de sorts utilisables à des fins criminelles, comme faux patch et déverrouillage. On m'avait dit la même chose à la boutique de magie de Kikinu, ce n'était donc pas si surprenant. En fin de compte, pour terminer des parchemins, il fallait quelqu'un possédant la compétence pour le sort adapté. Les magies de gravité, d'ombre, psy, fantôme et autres ne pouvaient pas non plus être produites. Comme le magicien de l'espace résident était actuellement absent de la capitale royale, je ne pourrais pas commander de parchemin de ce type avant un mois. Cependant, l'entrepôt contenait déjà un parchemin du seul sort de téléportation intermédiaire, retour, donc ce n'était pas un problème. J'ai hésité un peu, mais j'ai finalement accepté d'acheter le parchemin de retour pour 100 pièces d'or. Ma compétence, estimation, indiquait un prix d'environ 30 pièces, mais 100 pièces n'était rien si cela signifiait que je pouvais me téléporter. De plus, si l'on inclut toutes les monnaies que j'avais en réserve, j'en avais plus de 10 millions. De plus, bien que techniquement possible, la création de parchemins de magie sacrée était interdite pour des raisons religieuses. Dis donc, monsieur Chevalier, je comprends que tu sois collectionneur, mais les versions parchemins des sorts de cette liste sont tout assez inefficaces. Tu es sûr que ça te va? Natalina, tu devrais t'adresser à lui avec plus de respect. Quoi? J'étais respectueuse. N'est-ce pas, monsieur Chevalier? Je ne suis noble que depuis peu, alors ça ne me dérange pas que tu me parles normalement, si c'est ce que tu préfères. Vraiment? Youpi! Natalina prit une pose triomphante, ce qui poussa monsieur Zhang à lui donner une tape sur la tête. Je comprenais trop bien la douleur de jouer les honnêtes gens face à une jeune fille un peu loufoque. Quant à vos inquiétudes, mademoiselle Natalina, le but est de les collectionner. Tant qu'ils sont utilisables, je n'ai aucun problème si l'effet est faible, ai-je promis. Nous avons conclu un contrat de vente pour les parchemins de l'entrepôt, puis nous sommes passés à mes demandes de création par ordre de priorité. Ce sont des sorts bizarres, hein? Ils sont faciles à lire, mais vraiment inefficaces. Ils comptent probablement pour de la magie mineure, mais les longs champs les rendent assez difficiles à utiliser. Natalina pencha la tête en observant mes sorts faits main. Mes sorts étaient considérablement différents des sorts standards, car j'avais adopté une approche de programmation structurée. Ils étaient très lisibles et efficaces, mais leur efficacité magique et leur durée étaient bien inférieures à celles des sorts traditionnels. Je ne pouvais pas y faire grand-chose. Personnellement, les inconvénients étaient pratiquement insignifiants. Serez-vous capable d'en faire des parchemins? Ouais, pas de problème. Ils sont un peu bizarres, mais ils suivent quand même les règles normales de la magie, alors je pense pouvoir comprendre. Monsieur, remarquant le regard noir de monsieur Zhang, Natalina ajouta précipitamment un titre honorifique d'un ton d'excuse. Eh bien, sire chevalier, il faudra un certain temps pour préparer l'inventaire de votre commande. Souhaitez-vous voir l'atelier en attendant? Oh oui, s'il vous plaît. Nous sommes allés le visiter. J'ai emmené Arisa avec moi pour tromper son ennui évident. L'atelier était souterrain, sous la propriété du vicomte, et sa sécurité était assurée par des personnes et du matériel magique. Les gardes étaient tous de niveau 20 ou plus, avec des compétences d'espionnage comme détection et observation. Il y avait aussi des objets magiques de surveillance et des alarmes, dont de petits golems de garde qui patrouillaient autour des conduits d'aération. Bien qu'il n'ait pas pu me donner de détails, l'atelier était visiblement très bien protégé contre toute forme de magie d'espionnage. L'atelier était également divisé en plusieurs petites salles, chacune réservée à des étapes spécifiques du processus. De ce fait, très peu de personnes connaissaient réellement le processus dans son intégralité. Certes, il était inefficace, mais garder leur technique secrète semblait primordial. Ils étaient extrêmement minutieux. Le papier des parchemins était fabriqué ailleurs. Lorsque je l'ai examiné, les résultats indiquaient des choses comme
Papier pour parchemin, B. D'après les conversations des artisans, j'ai compris que de la poudre de noyau était nécessaire à la fabrication de l'encre. Il s'est avéré que M. Ozaris était venu dans la capitale royale exprès pour s'approvisionner en noyaux de haute qualité. Ce nécessaire à la fabrication d'un parchemin magique intermédiaire ne pouvait être obtenu que sur des monstres puissants de niveau 30 ou plus. Le noyau brut qu'ils m'ont montré en exemple était d'un rouge encore plus profond que ceux que j'avais obtenus des tritons durs il y a quelque temps. C'est dans cette salle que l'encre est fabriquée. Monsieur Zhang a entrouverte la porte et m'a laissé jeter un coup d'œil à l'intérieur, mais je n'ai pas été autorisé à entrer. Ils étaient en train de fabriquer de l'encre pour parchemin, dans cette salle. J'ai pu identifier la plupart des ingrédients, dont l'encre pour parchemin, B. Le processus m'a semblé très complexe. Il ne s'agissait pas seulement d'écrire les sorts sur du papier spécial avec de l'encre spéciale. Il y avait plusieurs autres étapes nécessaires. Par conséquent, même les parchemins standards prenaient 2 à 4 jours à fabriquer, et les commandes personnalisées prenaient plusieurs jours de plus. Après la visite de l'atelier, nous sommes retournés au salon pour trouver une petite montagne de parchemins qui nous attendait. Il y avait beaucoup de sorts intéressants dans l'entrepôt, outre le sort de retour que j'ai mentionné plus tôt. J'ai acquis 3 sorts magiques d'attaque intermédiaire, tempête de glace, tempête de tonnerre et implosion. 5 sorts d'attaque mineure environ, dont lancer de pierre et canon à air. 4 sorts magiques de défense, bouclier flexible, canopée, coussin d'air et section de mana. 2 autres sorts d'interférence magique, transfert de mana et drain de mana. 3 sorts d'opération, main magique, fil magique et marche flottante. 2 sorts de soins, soins d'eau et soins d'aqua. Le sort anti-espionnage champ secret. Et 4 sorts de soutien, enchantement, protection magique, enchantement, protection physique, enchantement, lame étincelante et enchantement, bouclier. Si je parvenais à maîtriser tous ces sorts, la suite de mon aventure serait bien plus facile. Voici les sorts personnalisés que j'ai commandés. Parmi les livres de sorts existants, j'ai choisi 3 sorts de magie du quotidien, lavage doux, séchage et bandage, 2 sorts de soins, élimination du poison et guérison des maladies, et 2 sorts de fusion, échantillonnage de métal et fonte de métal. Concernant les sorts originaux, j'ai commandé les sorts de combat interpersonnel étourdissement léger et étourdissement à distance, 3 sorts pour la création d'objets magiques, contrôle liquide, contrôle aérien et contrôle électronique, 2 sorts pour le plaisir, le sort de magie du feu, feu d'artifice, et le sort de magie de la lumière, illusion de feu d'artifice, et 3 sorts expérimentaux, tireur, sortie standard et vue graphique. Sortie standard était simplement conçue pour afficher le texte « Bonjour le monde » dans mon journal de bord, tandis que la vue graphique devait ouvrir une fenêtre rectangulaire avec le même texte sur mon écran de menu. Ces 2 sorts n'avaient de sens que pour moi, mais s'ils fonctionnaient, je prévoyais de développer des sorts comme enregistreur de son et photo. De son côté, tireur était un sort combinant magie explosive et magie pratique, conçu pour tirer des balles allant de la taille d'un petit caillou à celle d'une balle de baseball. Il pouvait théoriquement servir de pistolet, mais il était à la fois moins efficace et moins puissant que les magies d'attaque mineures. Mon objectif principal était de pouvoir tirer des flèches sacrées déjà chargées de puissance magique au cas où je devrais affronter un autre seigneur démon. Lors de mon précédent combat, j'avais réalisé qu'il me fallait mes 2 mains pour manier l'arc, et j'ai donc trouvé la pagaille entre l'arc et l'épée. J'avais aussi envisagé d'utiliser une arbalète, mais craignant que les carreaux ne se détachent si je me déplaçais à pleine vitesse, j'ai décidé d'essayer de développer un nouveau sort. Une fois le contrat terminé, sous la supervision de M. Zhang, j'ai demandé de l'aide pour tester mes sorts originaux dans la cour. Lors des tests, j'ai relevé des erreurs d'inattention, que j'ai fait corriger sur le champ. Waouh, monsieur, c'est incroyable, c'est magnifique, ça me rappelle le grand festival de feux d'artifice de la baie de Tokyo. Natalina sautillait d'excitation à la vue de mes sorts de feux d'artifice, et Arisa était également une grande fan. Une fois les parchemins terminés, nous pourrions tous nous habiller et organiser notre propre festival de feux d'artifice. Monsieur Chevalier, vous devez me vendre cette magie. S'il vous plaît, Natalina, n'abordez pas notre invité sans sa permission. Les réprimandes de Monsieur Zhang ne suffirent apparemment pas à calmer l'excitation de Natalina. Elle insista pour que nous poursuivions la conversation au retour de Monsieur Ozaris. Comme j'avais créé le sort pendant mon temps libre, je n'aurais pas hésité à le donner gratuitement, mais Arisa suggéra astucieusement que nous y réfléchirions s'il affectait plus d'ouvriers à ma commande de parchemin. Le prix de ma commande s'avéra assez élevé, mais je n'eus aucun problème à le payer sur le champ. Ensuite, je rangeais les parchemins préfabriqués que j'avais achetés dans mon sac de garage et allais chercher Nana chez Tolma. L'arracher à la petite Mayuna ne fut pas chose facile. Ouf, j'ai cru que mon dîner allait remonter un instant. Peut-être que si tu n'avais pas autant mangé. Mais c'était tellement bon. Après le dîner,
j'emmenai Arisa dans les ruines du labyrinthe sous l'ancienne capitale pour mes expériences magiques. Je comptais venir seule, mais elle insista pour m'accompagner. Pourquoi voulais-tu venir au labyrinthe avec moi, au fait? Il n'y a pas de monstre ici pour te faire progresser. Non, ce n'est pas pour ça. Arisa secoua la tête. Je croyais que tu voulais monter de niveau pour apprendre la magie spatiale? Mais bien sûr, c'est tout l'intérêt. Elle prenait maintenant une pose étrange. Que se passe-t-il? Je croyais qu'elle avait dit hier soir qu'elle n'avait pas assez de points de compétence pour monter la magie spatiale au niveau requis. Pourrais-tu m'expliquer ça de manière compréhensible? En réponse, Arisa grimpa sur des décombres et me regarda d'un air suffisant. BWAA. Si tu penses que les points de compétence sont gravés dans la pierre, tu te trompes lourdement. Son sourire s'élargit tandis qu'elle prenait une pose impérieuse. Comment ça? On ne peut pas réaffecter des points de compétence déjà attribués à quelque chose, si? Bien sûr que si. Je te l'avais bien dit? Non, c'est la première fois que j'en entends parler. Il me restait énormément de points de compétence, mais tant que je n'aurais pas atteint un niveau proche de mon niveau, je devrais peut-être en réaffecter. Comment faire? Il suffit de choisir « Réinitialiser » dans la liste des compétences. Ça te rendra les points de toutes tes compétences, sauf les compétences uniques, les cadeaux, etc. Pratique, et frustrant. Je ne pouvais pas choisir de compétences dans une liste, ce qui rendait cette information inutile. Mais ce n'est pas comme si c'était une réinitialisation totalement illimitée, bien sûr. Si c'était illimité, on pourrait changer de compétence à chaque combat. À bien y penser, il y avait un anime du genre, non? Sano l'espère, ou quelque chose comme ça. Ignorant ma distraction, Arisa poursuivit son explication. À chaque utilisation, tu perds 5 à 10% de tes points de compétence. Et il n'y a aucun moyen de les récupérer. Donc, même si je pouvais l'utiliser, je perdrais entre 155 et 620 points de compétence. Ça n'en valait vraiment pas la peine. Je comprenais maintenant pourquoi Arisa ne l'avait jamais utilisé. Il y a une autre raison pour laquelle je ne veux pas l'utiliser. Laquelle? Eh bien, ça fait vraiment mal. Alors elle voulait venir ici pour que les autres n'entendent pas ses cris de douleur et ne s'inquiètent pas pour elle. Dans ce cas, j'aurais pu utiliser mon nouveau sort, champ secret. Bon, c'est tout. Attends, bois au moins un truc pour la douleur d'abord. Ça devrait apaiser un peu les choses. Merci, mais j'ai entendu dire que prendre des médicaments peut augmenter la perte de points. D'un air sombre, Arisa me remit le médicament dans la main. De toute évidence, c'était Hayato, le héros de l'Empire Saga, qui lui avait appris l'existence de Reset dans sa ville natale. Ce qui devait signifier qu'Hayato savait qu'Arisa était une réincarnation. Une fille, il faut du cran. Reset. Arisa se laissa tomber sur mes genoux et poussa un cri de guerre. Aïe, j'avais accepté de la soutenir pendant tout le processus à sa demande, mais ses cris, combinés à ses griffes qui me griffaient le dos, étaient vraiment douloureux. J'ai discrètement activé « Résistance à la douleur ». Pendant un instant, j'ai craint que ses cheveux lilas ne blanchissent, mais cela m'a semblé inutile. Dès que la réinitialisation fut terminée, elle s'est évanouie, alors je l'ai laissée reposer la tête sur mes genoux, mais... Arisa, si c'est juste un stratagème pour me harceler, tu vas te coucher. Elle était coriace, je devais bien l'admettre. Malgré toute la douleur qu'elle venait d'endurer, elle a quand même fait semblant de se retourner dans son sommeil pour se mettre dans une position étrange. Alors, ça a marché? Plus ou moins, je n'avais pas assez de points, mais j'ai réussi à amener la magie spatiale au niveau 6 au prix d'un peu de magie psy. Elle avait l'air fière d'elle, mais je devais étouffer quelque chose dans l'œuf. Arisa, c'est un ordre. Je t'interdis de t'immiscer dans les bains ou de regarder qui que ce soit se changer, sauf en cas d'urgence. Quoi? Allez, tu pourrais au moins attendre de me prendre en flagrant délit. Ne prive pas une jeune fille pure de son minuscule petit avertissement. Alors, elle avait vraiment l'intention de le faire. Je le savais. Comme Arisa voulait aller quelque part où elle pourrait utiliser la magie à sa guise, nous nous sommes aventurés au niveau intermédiaire du labyrinthe. C'est donc ici que tu as combattu le Seigneur Démon? Non, c'était plus profond. Je veux voir. J'ai essayé de lui dire qu'il n'y avait rien là-bas, mais elle a insisté, et je l'ai emmenée au niveau inférieur. J'ai cru que j'allais mourir. Oceanofpdf.com, elle exagérait vraiment. J'avais pris soin de ralentir avant de prendre des virages serrés. Titubant légèrement en la remettant debout, Arisa trébucha jusqu'à l'hôtel où la cérémonie avait eu lieu et observa la grotte. Dites, maître, avez-vous obtenu le titre de vrai héros pour avoir vaincu le Seigneur Démon? Hochant la tête, je changeai mon titre en vrai héros pour le prouver. Waouh, vous l'avez vraiment fait. Arisa entrelaça ses mains derrière son dos et se détourna de moi. Alors, ça veut dire. Sa voix s'éteignit, elle ne semblait plus aussi naturelle qu'avant. Ça veut dire, vous savez, que vous retournez au Japon? Arisa se stabilisa et me regarda. Hein? Que veux-tu dire? On doit encore ramener Mia à la maison, et après on s'entraîne à Labyrinth City, tu te souviens?
Et puis, une fois que tout le monde sera plus fort, je veux voyager à travers le monde ensemble et vivre d'autres aventures. Même si je retourne au Japon, ce ne sera pas pour longtemps. Voyant des larmes dans les yeux d'Arisa, je répondis le plus légèrement possible. Bien sûr, je ne savais même pas si je pourrais retourner au Japon. D'où ça vient, au fait? Lui demandai-je doucement après avoir essuyé ses larmes et attendu qu'elle se calme. Parce que, Ayato m'a dit que lorsque les héros vainquent des seigneurs démons et deviennent de véritables héros, les dieux leur proposent de les renvoyer chez eux. Voilà pourquoi elle s'inquiétait. Comme elle l'expliquait, si on acceptait, on était renvoyé dans son monde d'origine, abandonnant son épée sacrée. Le plus délicat, c'était que la question ne serait posée qu'une seule fois, et si on ne répondait pas tout de suite, ce serait considéré comme un non. Allez, on pourrait au moins laisser les gens choisir leur date de retour. De plus, même si on me proposait ce genre de choses, je ne me sentirais pas à l'aise de partir avant que tout le monde soit assez fort pour vaincre les démons. Et comme je ne suis pas venu ici comme un héros invoqué, ce n'était peut-être pas envisageable. Si on me proposait de rentrer avant d'être prêt, je pourrais peut-être leur demander d'envoyer une lettre à ma famille. Mes parents étaient bien plus insouciants que moi, alors tant que j'écrivais « Je suis sain et sauf et satisfait », ils accepteraient probablement. Au fait, maître, ta tenue de héros, c'est vraiment juste cette perruque blonde et ce masque argenté d'avant? Si tu portes tes robes habituelles, tu finiras par être démasqué tôt ou tard, tu ne crois pas? Arisa prit un air courageux et changea de sujet. Non, mon masque argenté s'est cassé, alors maintenant, c'est une perruque violette et un masque blanc. Et je porte cette robe de prêtre de haut rang avec. J'ai utilisé « changement rapide » pour faire la démonstration. Waouh, c'était rapide. Qu'est-ce que c'était que ça? On dirait que tu t'es transformé. Plutôt pratique, non? Pour remonter le moral d'Arisa, j'ai pris une pose ridicule. J'imagine qu'un prêtre Shota pourrait. Enfin, est-ce que ça ne devrait pas être plus différent de ta tenue habituelle? Je suppose. Comme un ninja ou un samouraï, peut-être? Voyons voir. Oh, je sais, un devin. Ce serait une idée géniale. J'ai presque vu la lumière s'allumer au-dessus de la tête d'Arisa tandis qu'elle croisait les bras, pensive. Tu veux dire comme un onmyoji? Avec des vêtements style Edo et tout ça? Exactement. Une base blanche, une élégante coiffe noire, un bandeau avec un voile qui cache ton masque, et peut-être une broderie dorée pour lui donner un peu d'éclat. J'ai essayé d'imaginer la tenue. Ce ne serait pas quand même un peu simple? En utilisant le sort de magie lumineuse illusion, j'ai imaginé les vêtements décrits par Arisa. Oh, c'est magnifique. Je suppose que c'est plutôt simple, quand même. Tu devrais ajouter un peu de magie ou un objet magique. Comme des ailes d'ange ou un anneau de lumière derrière toi, comme un Bouddha. Je n'étais pas sûre que des ailes d'ange iraient bien avec le thème occultiste ancien. À la place, j'ai essayé d'ajouter un cercle de lumière au dos de l'image. C'est quand même un peu ennuyeux. Tu devrais le tripler et ajouter plus de lumière rayonnant du centre. Oh, et comme tu peux presque voler, pourquoi pas des flammes de fusée sur tes pieds? J'ai tapé légèrement Arisa tandis que ses suggestions sérieuses devenaient de plus en plus absurdes. Des pieds de fusée? Je suis quoi, un mecha? Je ne sais comme, mais je me suis retrouvée avec des roues de feu aux pieds qui tournaient à ma vitesse et laissaient une image rémanente lorsque je me déplaçais. Je l'essayais juste pour le plaisir, mais le contrôler s'est avéré plus compliqué que rentable. L'illusion se déplaçait de manière autonome selon mes instructions, mais des détails comme le nombre de tours et la quantité de lumière devaient être modifiés manuellement. Quoi qu'il en soit, l'apparence extérieure de mon alter ego étant définie, nous avons commencé à discuter de son intérieur. Tu changes de voix ou de ton élocution? Quand je parlais au baron Muno ou à la grande prêtresse, j'utilisais une autre voix et je prenais un air hautain. Avec le duc, j'essayais d'avoir l'air androgyne et de parler le moins possible, ai-je expliqué. Alors tu as changé, hein? Ouais, j'ai changé ma voix pour le personnage arrogant, mais elle n'était pas si différente de la mienne qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à moi. Alors j'ai essayé quelque chose de différent avec le duc. Comme j'en disais si peu, j'ai pensé que cette dernière méthode serait plus efficace pour tromper les gens. Alors, tu devrais peut-être être un héros aux multiples personnalités, ou faire comme s'il y en avait plusieurs. J'ai l'impression que ce serait difficile de rester clair comme ça. Alors assure-toi que ton héros par défaut soit suffisamment différent de ton personnage principal, et que l'arrogant et celui qui ne parle pas beaucoup puissent être comme des personnages secondaires. Comme le personnage principal et les personnages secondaires dans un jeu, a-t-elle ajouté. Eh bien, elle semblait être l'experte. Je lui ai demandé de m'expliquer comment les différencier de mon personnage principal. Eh bien, tes personnages principaux sont Shota mature, protagoniste de Harem inconscient et Tricher Hop, ce qui signifie. Arisa, ça te dérangerait de ne pas me mêler de tes opinions bizarres sur moi? Arisa a souri malicieusement. Je lui ai pincé le nez en guise de réponse. Ensuite, je lui ai demandé de me donner une liste de mes traits de caractère et de trouver des moyens de m'en démarquer.
Donc, pour être à l'opposé de soi-même, les points à aborder sont enfantins, trop familiers, aucun respect pour personne et incompréhensibles, je dirais. Le professeur Arisa a ensuite passé environ 1 heure à me donner des conseils sur la façon de jouer à Nanashi version 3. Pour une raison inconnue, sa méthode d'enseignement consistait à cacher la moitié de son visage derrière ses cheveux et à utiliser une formule vocale étrange. Je ne savais pas sur quoi elle se basait, mais je n'avais aucun doute qu'elle rejouait une scène d'anime ou de manga. Voilà, on dirait une petite amie d'un jeu vidéo Otome, maintenant. Applaudissant à tout rompre, Arisa a finalement approuvé ma performance. Espérons que je n'aurai pas à reproduire ce genre de scène trop souvent. Et, as-tu reçu des objets rares du Seigneur Démon? Un noyau de Seigneur Démon? Cela semblait probable, mais je n'en avais aucun dans mon butin de la bataille. Peut-être était-ce la sphère violette qui avait heurté le sol et s'était brisée après ma défaite. J'imagine que j'ai récupéré ses sabres et une lance qu'il avait fabriquée avec ses propres os, des trucs comme ça? Mais ils sont tous trop gros, et la plupart sont de toute façon brisés. J'ai aussi récupéré une corne d'abondance du culte des ailes de la liberté. Heureusement, elle contenait une grande quantité de marchandises et de matériaux, dont des substances rares comme des pierres de glace et des pierres sombres. Il devait se construire une cachette là-bas, ou quelque chose comme ça. Il y avait aussi quelques longues cornes inutilisées, comme celles que le démon infernal intermédiaire avait lâchées plus tôt dans la journée, mais je comptais les laisser pourrir dans l'entrepôt pour qu'elles ne tombent pas entre de mauvaises mains. Il y avait aussi des livres de sorts et autres. J'ai montré la liste à Arisa. Mon butin de la bataille contre le seigneur démon contenait toutes sortes de livres de sorts, dont un intitulé Invocation de démons et des ingrédients pour créer un cercle magique permettant d'invoquer des cornes courtes. Parmi les matériaux se trouvait un objet d'amélioration d'invocation appelé « Cheveux de Yuriko », une tresse violette. Je ne voulais pas être maudite, alors j'ai fait semblant de ne pas l'avoir vue et je l'ai envoyée au fond du stockage. La dernière chose que je voulais, c'était de la ressortir et de découvrir que les cheveux avaient poussé. Ce livre d'invocation de démons ne nécessite ni téléphone portable ni ordinateur portable, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Cependant, le livre contenait des informations dangereuses, comme les cérémonies de résurrection des seigneurs démons et les méthodes d'invocation de différents types de démons. Je comptais le ranger comme les longues cornes. Je pourrais probablement le brûler, mais je le gardais précieusement au cas où son contenu me servirait à créer d'autres sorts. Pendant qu'Arisa s'entraînait à maîtriser la magie spatiale, j'utilisais chacun de mes parchemins pour les enregistrer dans le menu magique, puis j'en testais la puissance. Le sort de magie pratique main magique, une sorte de télékinésie, s'est avéré particulièrement difficile à utiliser. C'était assez facile lorsque j'essayais d'imaginer une seule main, mais lorsque j'essayais de le faire avec deux et de contrôler des objets distincts simultanément, la difficulté s'est accrue. Maîtriser ce sort demanderait un peu d'entraînement. Il est intéressant de noter que lorsque je touchais des objets avec main magique, il était possible de les stocker. Le sort avait une portée bien plus grande que n'importe quel bâton ou lance, il pouvait donc se révéler utile de manière inattendue. Je comptais attendre d'avoir ramené Arisa au manoir avant de tester les sorts d'attaque intermédiaire tempête de glace, tonnerre, tempête et implosion. Avec leur puissance, ils pouvaient infliger de sérieux dégâts. Ces sorts de transfert et de drain de mana sont de la triche pure et dure. Arisa avait accepté de participer à mes expériences, et elle fut stupéfaite une fois celle-ci terminée. Je ne pouvais pas lui en vouloir, car mon drain de mana lui avait dérobé la majeure partie de sa puissance magique, puis le transfert de mana l'avait entièrement restauré. Certes, la grande différence entre nos niveaux y était pour quelque chose, mais utiliser drain de mana contre un magicien pourrait être franchement injuste. Nous avons également testé les sorts de magie spatiale pour la communication et l'espionnage. Lorsque nous avons expérimenté la clairaudience et la clairvoyance l'une sur l'autre, Arisa n'a rien détecté d'anormal lorsqu'elle en était le sujet, mais j'ai ressenti un léger malaise. Il valait probablement mieux éviter de l'utiliser sur quelqu'un de trop perspicace. Arisa, je comptais graver une ardoise de sceau et la laisser ici. Tu peux l'utiliser aussi, non? Les ardoises de sceau sont des repères pour le sort de retour, n'est-ce pas? Je pense qu'il serait préférable de le faire plus près de la surface, alors. Cet endroit est si profond qu'il pourrait être difficile de se téléporter ici depuis la surface. Je vois, c'est logique. Alors je suppose que je vais les installer à plusieurs endroits, pas seulement ici. On peut vraiment fabriquer une ardoise à sceau aussi facilement? Ouais, ce n'est pas trop compliqué. Arisa semblait inquiète, mais j'avais largement le liquide nécessaire, et il ne me faudrait que quelques minutes pour fabriquer le circuit magique du sceau. C'était plutôt économique, environ 2 pièces d'argent par ardoise. Tant qu'à faire, j'en ai fabriqué quelques-unes pour Arisa dans sa boîte à objets. Je parie qu'un expert en magie spatiale pourrait faire fortune en tant que commerçant. Vous êtes la seule personne assez puissante pour faire ça, maître. Je ne peux faire qu'un peu plus d'1 kilomètre à la fois.
Arisa haussa les épaules avec un léger soupir. À son niveau actuel, elle ne pouvait se téléporter qu'elle-même et une autre personne au maximum. Mais en cas d'urgence, je pourrais probablement utiliser surpuissance pour m'échapper avec tout le monde. C'est bon à savoir, mais ne l'utilisez que si c'est absolument nécessaire, d'accord? Je ne voulais pas la faire craquer, mais je voulais m'assurer qu'elle n'abuse pas trop de ce pouvoir. J'avais une bonne raison à cela, le conseil que le roi mort-vivant Zen m'avait donné avant de mourir. Abuser des compétences uniques ne mènerait qu'à la ruine. Oui, monsieur, salua Arisa. J'espérais qu'elle me prenait au sérieux. Attendez, hein? À bien y penser, mon menu était censé être une compétence unique aussi, mais rien ne m'était arrivé, même si je l'utilisais régulièrement depuis des mois, à ma connaissance. Peut-être était-ce différent parce que c'était une compétence passive? Je me suis creusé la tête en rentrant au manoir. Oh, et le lendemain matin, j'ai utilisé main magique pour aider les enfants à nager dans les airs, ce qui a eu un franc succès auprès des plus jeunes. oceanofpdf.com